Dans un royaume lointain, il y avait un grand château entouré de forêts denses. La princesse Ariana y vivait. Elle était très belle, mais elle savait qu'elle était différente des autres. Elle avait des obsessions étranges et des pensées peu communes, et les gens l'appelaient la princesse folle. Un jour, alors que la princesse se promenait près du lac qui bordait le château, elle aperçut un poisson étrange aux couleurs vibrantes qui émergeait de l'eau. Le poisson semblait la regarder, comme s'il l'invitait à lui parler. À sa grande surprise, le poisson parla. « Tu n'as pas besoin d'une couronne pour être une reine. Il te suffit d'avoir le courage de croire en toi-même. » La princesse fut choquée. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. La princesse retourna au château, réfléchissant aux paroles du poisson, mais son cœur était rempli de doutes. Le poisson n'était-il qu'un rêve, ou y avait-il un vrai message derrière ces mots? Elle alla voir la sage Amina, qui savait tout sur la magie et les secrets. La sage lui expliqua que le poisson symbolisait la sagesse et l'inconscient, et que ses paroles étaient un appel à mieux se comprendre soi-même. Le lendemain, la princesse retourna au lac. Cette fois, elle décida de suivre le poisson et de découvrir ce que cachait le monde derrière ses paroles. Alors que la princesse observait le poisson, quelque chose d'inattendu se produisit. L'eau du lac, qui était habituellement calme, se mit à déborder, et le lac se transforma en une mer profonde, poussant la princesse à plonger dans l'eau. Elle se retrouva dans un autre monde, peuplé de créatures étranges et magnifiques. Le poisson qui la guidait se transforma en un être lumineux et doux, comme un guide spirituel pour la princesse. Dans ce monde, la princesse rencontra des créatures marines étranges, comme des coraux mouvants et une crevette sage. Elle connaissait tout son secret. Tu te caches derrière un masque de folie, mais en toi réside la sagesse. La princesse commença à apprendre à naviguer dans ce monde étrange. Chaque créature marine lui enseignait une leçon sur le courage, la vérité, l'espoir et l'amour de soi. La princesse se retrouva confrontée à son premier test, traverser un immense pont fait de coquillages éparpillés. Elle pensait que c'était impossible, mais, dans un moment de surprise, elle décida de croire en elle-même et traversa le pont avec succès. À cet instant, la princesse comprit que ce qui semblait impossible devenait facile lorsqu'elle choisissait de croire en ses propres capacités. La princesse retourna au château, mais elle était différente maintenant. Son cœur était rempli de force et de confiance, et elle était prête à affronter tous les défis de la vie. Cependant, au fil du temps, les nobles du royaume commencèrent à remettre en question ses actions. Ils pensaient qu'elle avait changé, et de plus en plus, ils commencèrent à l'accuser de folie. La princesse refusa de revenir à l'image traditionnelle qui lui avait été imposée en tant que princesse. « Je ne veux pas être ce qu'ils veulent que je sois. Je veux être moi-même. » Elle retourna au lac, où le poisson l'attendait. Il lui dit « Tu n'es pas folle. Tu es simplement différente d'eux, mais tu n'as pas besoin de te justifier. » La princesse commença à voir le royaume sous un autre jour. Tout devenait plus clair. Le monde était plein d'opportunités et de choix, mais elle devait suivre son cœur. Malgré sa nouvelle force, la princesse se sentit seule, comme si elle était devenue différente de tout le monde. Les gens ne savaient plus comment la traiter, maintenant qu'elle était devenue une personne forte et audacieuse. Un jour, le roi, son père, décida de la confronter en raison de son comportement étrange. Il lui demanda d'abandonner ses idées et de revenir à la manière traditionnelle. La princesse se tint devant son père et lui dit « Je ne reviendrai pas à ce que j'étais. Je serai ce que je veux, parce que je le mérite. » Ces mots étaient courageux et fermes. Au début, le roi refusa d'accepter ce changement, mais il commença à réaliser que sa fille avait grandi et était devenue une personne forte. Il remarqua qu'elle n'était pas folle, mais qu'elle rejetait simplement les limitations imposées. Le château commença aussi à changer. La princesse commença à mettre en œuvre de nouvelles idées pour le royaume, introduisant de nombreuses réformes peu conventionnelles, mais qui se révélèrent réussies. Le poisson magique revint un jour et lui dit « Ton voyage n'est pas terminé. La sagesse ne s'arrête pas à un point donné. Elle continue avec chaque étape que tu franchis. » La princesse apprit à trouver l'équilibre entre sa force intérieure et sa responsabilité envers le royaume. Elle devint capable de diriger le royaume avec sagesse et justice. La princesse commença à se rendre compte que l'esprit que les autres considéraient comme fou était en fait l'esprit créatif qui apportait de nouvelles idées au royaume. Lors de son anniversaire,
la princesse organisa une célébration spéciale au château, invitant tous les habitants du royaume. La fête comprenait des performances artistiques et des discussions culturelles sur le changement et la créativité. Les habitants du royaume commencèrent à réaliser que la princesse représentait le changement nécessaire. Les gens commencèrent à accepter les différences et l'innovation. Enfin, alors que la princesse se tenait au bord de la mer, elle regarda l'eau et vit le poisson sourire depuis les profondeurs du lac. Elle avait terminé son voyage, mais la sagesse du poisson resterait en elle pour toujours. Dans un royaume lointain, un être légendaire appelé le Damphiel est apparu pour la première fois. C'était une créature énorme et terrifiante, son corps couvert d'écailles tranchantes comme du fer et ses yeux rouges éclatants. Personne ne savait d'où il venait, mais tout le monde le craignait, car sa force semblait invincible. Au cœur de ce royaume vivait la princesse Uda, une souveraine belle et courageuse qui gouvernait avec sagesse. Elle aimait les aventures et se promenait souvent dans les forêts entourant son palais. Un jour, Uda se rendit chez la sorcière Léla pour lui demander conseil concernant les rumeurs qui circulaient au sujet du Damphiel. La sorcière lui dit « Le Damphiel approche, et il est impitoyable. S'il s'approche de toi, tu seras en grand danger. » Mais Uda ne prit pas l'avertissement au sérieux et décida de continuer sa vie comme elle l'entendait, insouciante des craintes des autres. Un jour sombre, le Damphiel attaqua le palais. Il détruisit les murs et les portes d'une force incroyable. Uda était dans la salle du trône lorsqu'elle entendit les bruits de la destruction et ressentit une grande inquiétude. Elle se précipita vers la cour du palais où elle se lança dans un combat contre le Damphiel. Elle tenta de lutter contre la créature avec son épée, mais celle-ci était bien plus forte qu'elle. Lors d'une attaque surprise, le Damphiel la fit tomber dans un piège magique et la jeta dans un gouffre profond, peuplé de petites créatures hostiles. Uda tomba dans les profondeurs de la terre, découvrant un monde obscur rempli de dangers, mais son cœur était déterminé à survivre. Là, elle rencontra le sage Jad, un vieil homme sage, qui lui expliqua que le Damphiel n'était pas simplement une créature sauvage, mais le fruit d'une malédiction ancienne, et qu'il ne pouvait être vaincu qu'avec une clé magique. Le sage Jad guida Uda dans une quête à travers des montagnes et des vallées pour trouver cette clé magique qui lui permettrait d'acquérir le pouvoir nécessaire pour affronter le Damphiel. Au cours de cette aventure, l'un de ses plus fidèles serviteurs la trahit, la laissant seule face à des monstres qu'il avait libérés pour l'entraver. Malgré cette trahison, Uda retrouva sa force et retourna au palais après avoir découvert que la clé était cachée dans le cœur même du château. De retour au palais, elle trouva le Damphiel attaquant les murs et tentant de pénétrer dans la forteresse. Uda décida de l'affronter une bonne fois pour toutes. Elle rassembla toute sa force et utilisa la clé magique qu'elle avait obtenue. Elle produisit un effet miraculeux. Une lumière éclatante envahit le palais, le protégeant d'une aura de protection. Alors que la clé opérait sa magie, la force du Damphiel se mit à décliner, ses écailles de fer tombant une à une, jusqu'à ce qu'il devienne totalement vulnérable. Le Damphiel tenta de s'enfuir, mais ayant perdu son pouvoir magique, il fut détruit après un long combat. Le royaume retrouva la paix après cette bataille difficile, et ses habitants célébrèrent la grande victoire. Uda fut couronnée reine pour la première fois, prouvant son courage exceptionnel et sa grande sagesse. Cependant, malgré la joie des célébrations, Uda ne pouvait oublier les leçons qu'elle avait apprises pendant son affrontement avec le Damphiel. Peu après, la sorcière Layla revint pour lui révéler que le Damphiel n'était en réalité qu'une créature naturelle, manipulée par une force obscure provenant d'un autre royaume. Uda comprit qu'il ne suffisait pas d'être une reine courageuse, mais qu'il lui fallait aussi faire preuve de sagesse et utiliser les pouvoirs magiques avec discernement. Grâce à des visions magiques, Uda découvrit qu'une menace encore plus grande allait bientôt surgir, et que la bataille n'était pas encore terminée. Elle comprit qu'il lui fallait se préparer à ce danger imminent. Elle demanda à son royaume de former des alliances avec les royaumes voisins pour faire face à la nouvelle menace. Uda retourna voir le sage Jad pour en apprendre davantage sur les forces magiques régissant le royaume et comprendre mieux la puissance sombre qui manipulait le Damphiel. Elle découvrit que ce dernier n'était qu'un soldat dans une guerre bien plus vaste et que la puissance obscure menaçait l'ensemble du monde. Elle commença alors à préparer son armée, à la former et à l'équiper pour la grande bataille à venir. Peu après,
La guerre éclata entre le royaume et les forces des ténèbres. Uda se trouvait en plein cœur de l'action, dirigeant ses soldats avec un courage et une détermination sans égaux. Pendant la bataille, elle découvrit qu'elle possédait d'extraordinaires pouvoirs magiques qu'elle utilisa pour détruire les armées obscures. Après un combat acharné, l'armée de Uda triompha des forces des ténèbres, apportant la paix dans le royaume et dans le monde entier. Avec la victoire, la vie revint à la normale au château. Les célébrations furent grandioses, mais Uda resta sage et juste dans son gouvernement. Elle fut honorée par son peuple qui la nomma la reine sage, symbole de force, de sagesse et de courage. Cependant, Uda savait que la paix obtenue était temporaire et que de nouvelles menaces pouvaient surgir à tout moment. Mais elle était prête à affronter tous les défis à venir, car elle avait appris que les forces des ténèbres ne se rendaient pas facilement. Dans un royaume lointain situé sur la côte, la princesse Enar, qui régnait avec sagesse et bienveillance, adorait la mer. Elle aimait se promener sur la plage de son royaume, trouvant la paix dans le murmure des vagues. Un jour, alors qu'elle se promenait sur la plage, elle aperçut quelque chose de curieux se déplacer dans l'eau. Elle s'approcha prudemment et découvrit qu'il s'agissait d'une sirène. La sirène était magnifique, avec de longs cheveux bleus et une queue brillante, mais elle souffrait d'une blessure à sa queue, l'empêchant de nager. La princesse Enar décida immédiatement de l'aider et la transporta au palais pour la soigner. Là, la sirène, qui s'appelait Serena, expliqua qu'elle avait été victime d'une tempête violente alors qu'elle était en expédition sous-marine. Elle tentait de retourner dans son royaume sous-marin, mais sa blessure l'en empêchait. Au palais, la princesse Enar prépara un remède spécial à base d'herbes marines, qu'elle connaissait bien, pour aider Serena à guérir. Pendant les jours de soins, une amitié profonde naquit entre elles, et elles échangèrent des récits sur leurs vies respectives. Serena raconta à Enar son royaume sous-marin et les créatures étonnantes qu'elle y avait rencontrées, ainsi que la tempête qui l'avait fait dériver. La princesse Enar commença à poser des questions sur les légendes marines qu'elle avait entendues, en particulier celle de la perle magique qui possédait des pouvoirs incompréhensibles. Serena lui expliqua que cette perle était protégée au fond de la mer par des créatures marines anciennes et qu'elle devait être gardée à l'abri des humains qui pourraient chercher à l'utiliser à des fins néfastes. Cependant, la princesse Enar était fascinée et désirait en savoir plus sur cette perle. Elle dit à Serena qu'elle voulait voir l'endroit où elle était cachée au fond de la mer. Serena la prévint que l'endroit était dangereux, mais la princesse, pleine de curiosité, insista pour découvrir ces légendes de plus près. Après plusieurs jours de repos, Serena décida de prendre Enar dans un voyage long et périlleux jusqu'à la mer profonde. Elles nagèrent à travers l'océan et rencontrèrent de nombreuses créatures marines étonnantes, des poissons colorés, des requins géants et des fonds marins mystérieux et magnifiques. Dans les profondeurs de la mer, elles pénétrèrent dans la forêt sous-marine, un endroit étrange où des arbres marins centenaires poussaient sur le fond de l'océan. L'endroit était empreint d'un calme étrange et solennel. Après un long trajet, elles arrivèrent finalement à la grotte profonde où la perle magique était censée être cachée. De mystérieux faisceaux de lumière illuminaient la caverne, dévoilant la perle brillante entourée de créatures marines protectrices. La perle émettait une énergie magique. Lorsque la princesse Enar tenta de s'en approcher, les sirènes gardiennes de la perle apparurent et lui firent part de leur avertissement. S'approcher de la perle pouvait causer un chaos immense dans la mer. Elles expliquèrent que la perle, bien qu'incroyablement puissante, ne devait pas être utilisée par des mains irresponsables. Enar, pourtant, était déterminée à apprendre davantage sur ce pouvoir caché et à trouver un moyen de l'utiliser pour le bien de son royaume. Soudainement, une tempête se leva autour d'elle. De gigantesques monstres marins surgirent et commencèrent à les attaquer pour protéger la perle. La situation devint critique. Serena utilisa la puissance de la perle pour repousser les monstres. Les vagues se calmèrent soudainement, mais la perle laissait derrière elle des signes de chaos magique. Réalisation des dangers d'utiliser la perle, la princesse Enar décida de la laisser là, dans la grotte. Elle dit à Serena que la véritable sagesse résidait dans le fait de ne pas utiliser un pouvoir aussi grand sans en comprendre les conséquences. Avant de partir, elles remarquèrent que certaines créatures marines les avaient suivies à la surface et une violente bataille sous-marine s'engagea pour protéger le royaume marin.
Grâce à la force d'Enar et aux compétences de Serena, elles réussirent à éliminer les monstres et protéger la mer. Après la bataille, la princesse décida de retourner au palais avec Serena, mais leur cœur était rempli de questions. Ont-elles pris la bonne décision en laissant la perle derrière elles? Leur choix était-il le bon? De retour au palais, la princesse Enar prit du temps pour réfléchir à cette aventure. Elle sentit que le monde marin recelait encore de nombreux secrets non découverts. Serena, quant à elle, décida de retourner dans les profondeurs de la mer pour chercher d'autres réponses. Avant de partir, elle promit à Enar qu'elle resterait toujours amie. Les années passèrent, et la princesse Enar devint reine, régnant avec encore plus de sagesse. Elle comprit que sa véritable force résidait dans sa capacité à diriger son royaume avec amour et justice, sans avoir besoin de la perle magique. Finalement, elle trouva un équilibre entre la mer et son royaume. Alors qu'elle se promenait sur la plage, elle savait que son amie Serena se trouvait quelque part sous les vagues, regardant vers l'avenir. Dans un royaume lointain, la princesse Dua vivait une vie paisible dans son grand palais. Elle était connue pour sa beauté envoûtante et sa sagesse, ce qui la rendait unique parmi toutes les princesses du royaume. Un jour, la princesse décida de se promener dans la forêt qui entourait le palais, profitant de la beauté de la nature et du calme des arbres. L'air frais effleurait son visage, et les rayons dorés du soleil traversèrent tous les feuilles des arbres, éclairant le sol de couleur chaude. Alors qu'elle se promenait au cœur de la forêt, elle sentit quelque chose de curieux l'observer. Elle se retourna et aperçut la bête de la forêt, une créature énorme et effrayante qui vivait au plus profond de la forêt. La bête semblait terrifiante, mais ses yeux reflétèrent une profonde tristesse. La princesse, bien que d'abord effrayée, décida de ne pas fuir et s'approcha prudemment de la créature. Au lieu de l'attaquer, la bête ne semblait pas vouloir lui faire de mal. Elle chercha simplement à communiquer avec elle. La princesse commença à réaliser que, malgré son apparence effrayante, la bête ne cherchait pas à lui nuire. Elle décida alors de l'aborder avec douceur. Elle lui demanda gentiment « Pourquoi es-tu seule? Pourquoi vis-tu dans cette forêt sombre ?» La bête commença à lui raconter son histoire. « J'étais un prince dans mon royaume, mais à cause d'une malédiction, je me suis transformé en cette forme monstrueuse. Depuis ce jour, je vis seule dans cette forêt. » La princesse Dua ressentit une profonde compassion pour la bête et lui promit qu'elle l'aiderait à briser la malédiction, mais qu'elle avait besoin d'en savoir plus sur la manière de le faire. La bête lui expliqua que la malédiction ne serait levée que si quelqu'un pouvait aimer son cœur humain sans craindre son apparence monstrueuse. La princesse Dua commença à rendre visite à la bête tous les jours, l'aidant à ramasser des herbes et des fleurs dans la forêt. Peu à peu, une amitié profonde se forma entre eux. Chaque jour, ils partagèrent des conversations et des éclats de rire. La bête révéla à la princesse ses talents cachés, tels que sa capacité à communiquer avec les animaux et à comprendre les secrets de la nature. La princesse Dua était fascinée par l'intelligence et la douceur de la bête, et elle commença à ressentir quelque chose de plus profond qu'une simple amitié pour lui. Un jour, alors que la princesse se trouvait dans la forêt, un groupe de voleurs l'attaqua. La bête, qui l'observait de loin, accourut à son secours, la défendant courageusement contre les voleurs et montrant ainsi un autre côté noble de sa personnalité. Après la bataille, la princesse Dua ressentit une immense gratitude envers la bête. Elle se rendit compte que ce n'était pas l'apparence qui comptait, mais la bonté du cœur. Ce jour-là, en s'asseyant avec la bête dans la forêt, la princesse Dua réalisa qu'elle l'aimait. Son cœur battait pour lui d'une manière différente. Après des semaines de gentillesse mutuelle et de soutien, la princesse Dua décida de confesser ses sentiments à la bête, lui disant « Je t'aime tel que tu es ». Lorsque la bête entendit ces mots, il ressentit quelque chose d'étrange. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse l'aimer, lui, dans sa forme triste et monstrueuse. Soudainement, et de manière inattendue, la malédiction qui pesait sur la bête commença à s'estomper. Peu à peu, sa forme changea, se transformant en quelque chose de différent. Les traits de la bête se transformèrent progressivement en une forme humaine magnifique, ses yeux brillants d'amour et d'espoir, tandis que son cœur se sentait libre pour la première fois. La forme humaine de la bête ressemblait à l'ancien prince qu'il avait été, mais il portait désormais la sagesse et la compassion acquises pendant sa vie dans la forêt. La princesse Dua était émerveillée par cette transformation, mais elle était profondément heureuse.
Elle l'aimait tout autant qu'elle l'avait aimé lorsqu'il était une bête. La princesse Dua et le prince nouvellement transformé décidèrent de revenir ensemble au royaume. Il était évident que leur histoire deviendrait une légende transmise à travers les générations. À leur retour au royaume, tout le monde les accueillit à bras ouverts, et le prince fut aimé de tous, surtout après avoir révélé sa véritable nature bienveillante. Le prince aida son royaume à retrouver sa gloire et sa sagesse. Quant à la princesse Dua, elle devint sa partenaire dans le gouvernement. Lors d'une grande célébration pour l'unification du royaume, le prince annonça qu'il n'y avait rien de plus beau que d'être aimé par celui qui nous accepte vraiment pour ce que nous sommes. La princesse Dua et le prince vécurent heureux ensemble, partageant leur amour et leur attention pour leur royaume. La forêt, autrefois sombre et effrayante, devint un lieu de paix et de beauté, où l'amour devint la force qui transforma la bête en prince et redonna de l'espoir à tous. Dans un royaume lointain, où les fleurs s'épanouissaient toujours dans les jardins du palais, la princesse Marwa vivait une vie paisible, entourée de beauté et de tranquillité. Elle était aimée de tous pour sa gentillesse et son amour de la nature. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du palais, Marwa aperçut quelque chose de curieux parmi les arbres. C'était une vache endormie, mais pas une vache ordinaire. Elle était allongée dans une position étrange, comme si elle était dans un sommeil profond. Intriguée, la princesse s'approcha prudemment. Elle essaya de la réveiller doucement, mais en vain. La vache semblait plongée dans un sommeil mystérieux, comme si un sort avait été jeté sur elle. Le lendemain, Marwa décida de consulter la grande sage du royaume, la dame sage, pour comprendre ce phénomène étrange. La sage lui expliqua que cette vache était victime d'une ancienne malédiction et qu'elle dormait depuis de nombreuses années. La seule façon de lever la malédiction était de trouver une fleur magique qui poussait dans les montagnes sombres. La sage avertit Marwa que cette quête serait difficile, mais elle l'encouragea à se lancer dans l'aventure. Marwa prit la carte ancienne que la sage lui avait donnée et se mit en route à la recherche de la fleur. Le chemin était semé d'embûches, rempli de terrains escarpés et de créatures étranges. Mais sa détermination était plus forte, et elle poursuivit sa route jusqu'à ce qu'elle rencontre un corbeau sage en chemin. Le corbeau lui expliqua que la fleur magique se trouvait au sommet de la montagne, mais qu'elle était protégée par des créatures dangereuses. Marwa ne perdit pas courage. Elle affronta les créatures fantastiques qui gardaient la fleur, usant de son intelligence et de son courage pour les dépasser. Après une longue aventure, elle arriva enfin à la fleur magique, qui brillait de couleur arc-en-ciel et émettait une aura magique. Elle la prit délicatement et retourna au palais. De retour au palais, Marwa apporta la fleur à la sage, qui prépara une potion magique à l'aide de cette fleur. La sage lui dit « C'est le moment ». Marwa versa la potion magique sur la vache endormie. Immédiatement, la terre trembla légèrement et l'atmosphère se chargea d'une énergie magique. Soudain, la vache se mit à bouger, et ses yeux s'ouvrirent lentement. La malédiction avait enfin été brisée. Et à la surprise de tous, la vache se transforma en une créature magnifique, une sirène aux ailes dorées. La sirène expliqua à Marwa qu'elle avait autrefois été une princesse dans un royaume lointain, mais qu'un sorcier maléfique l'avait trahie et l'avait transformée en vache endormie par un sort. Elle remercia Marwa pour lui avoir redonné sa vie et sa liberté. Marwa décida de revenir avec la sirène dans son royaume pour l'aider à retrouver son royaume perdu. À son arrivée dans le royaume, la sirène fut accueillie avec joie et étonnement par son peuple. Tout le monde reconnut qu'elle était la princesse disparue depuis si longtemps. Grâce à l'aide de Marwa, le royaume retrouva sa prospérité et sa paix, et la vie revint dans le cœur de tous les habitants. Un grand festin fut organisé en l'honneur de la sirène et de sa libération, ainsi que du retour de son royaume. La sirène offrit à Marwa un cadeau magique, un collier magique contenant des pouvoirs protecteurs pour l'avenir. Avec le temps, la paix régna dans le royaume, et les habitants vécurent heureux grâce aux actions héroïques de la princesse Marwa. La nature se régénéra à son tour, les rivières coulèrent de nouveau, et les fleurs fleurirent partout dans le royaume. Une relation forte se développa entre la princesse Marwa et la sirène, et elles devinrent de meilleures amies, échangeant sagesse et joie. Un jour, la princesse utilisa le collier magique pour aider un village souffrant de sécheresse.
Grâce à ses pouvoirs, elle réussit à ramener la vie à la terre. Les jours passèrent dans le royaume, marqués par la paix et la prospérité. La princesse Marwa et la sirène incarnèrent les plus beaux principes de l'amour et de l'amitié, et laissèrent derrière elles un héritage durable pour les générations futures. Dans un grand palais d'un royaume lointain, la princesse Dua vivait une vie paisible. Elle était aimée de tous les habitants du royaume pour sa bonté et sa sagesse. Un jour, la princesse Dua remarqua quelque chose d'étrange dans son palais. Des cafards commençaient à apparaître dans différentes parties du palais. Les cafards se répandirent de manière anormale, certains apparaissant même dans la bibliothèque du palais, un endroit que la princesse adorait. Lorsque la princesse tenta d'en parler aux domestiques du palais, ils ne la crurent pas, pensant qu'il s'agissait simplement d'un incident mineur. Cependant, les cafards continuaient de se multiplier rapidement, ce qui rendait la princesse de plus en plus inquiète. Elle décida donc de trouver une solution elle-même. Elle se rendit auprès de la sage du royaume, une vieille femme vivant dans la forêt voisine, pour obtenir des conseils sur ce phénomène étrange. La sage lui expliqua que les cafards n'étaient pas de simples insectes, mais qu'ils étaient le résultat d'une malédiction magique jetée sur le palais. La sage ajouta « Tu dois trouver la source de la malédiction pour la briser, sinon elle ne fera que s'aggraver. » Elle donna à la princesse une vieille carte indiquant l'endroit où elle pourrait trouver les ingrédients nécessaires pour lever la malédiction, dans les profondeurs de la forêt des ombres. La princesse Dua décida de commencer son voyage immédiatement, prenant la carte avec elle pour affronter les défis qui l'attendaient. Lorsqu'elle arriva à la forêt des ombres, elle sentit immédiatement que l'atmosphère avait changé. La forêt était dense, obscure et imprégnée de magie. Alors qu'elle marchait entre les arbres, elle eut la sensation d'être observée. En se retournant, elle remarqua que de grandes araignées s'approchèrent d'elle. Mais sans paniquer, la princesse utilisa une hache magique que la sage lui avait donnée et réussit à couper les toiles qui l'entravaient, continuant ainsi son chemin. Au cœur de la forêt, elle trouva une caverne magique remplie de pierres scintillantes et de secrets anciens. À l'intérieur de la caverne, elle rencontra un esprit ancien nommé Salma, qui lui révéla que la malédiction avait été jetée sur le palais en raison d'une injustice ancienne survenue il y a plusieurs années. L'esprit Salma dit « Si tu veux briser cette malédiction, tu dois trouver le collier magique caché dans un puits sombre, loin d'ici. » L'esprit donna à la princesse une clé magique et lui expliqua que le collier était caché dans un puits situé dans un endroit lointain de la forêt. La princesse continua son voyage, déterminée à relever de nouveaux défis. Après plusieurs jours de marche, elle dut affronter des créatures magiques telles que des êtres brumeux et des épines magiques, mais sa détermination demeura intacte. Elle finit par atteindre le puits sombre, où l'obscurité régnait en maître, mais la clé magique qu'elle portait brilla soudainement. Elle utilisa la clé pour ouvrir le fond du puits, où elle découvrit le collier magique caché depuis longtemps. Lorsque la princesse le prit en main, elle sentit une immense énergie parcourir son corps. Elle retourna au palais avec le collier et dès son arrivée, les cafards commencèrent à disparaître un par un. En un instant, tous les cafards disparurent et le palais retrouva sa forme normale. Tout le monde dans le palais se sentit soulagé après cette étrange calamité. Mais la princesse savait que l'histoire n'était pas terminée. Elle devait découvrir qui était derrière cette malédiction. Elle commença à enquêter sur l'histoire du royaume et découvrit qu'un sorcier maléfique, qui avait vécu dans le palais il y a de nombreuses années, était à l'origine de la malédiction. Elle demanda à la sage, qui confirma que le sorcier avait cherché à se venger de la famille royale après avoir été exilé en raison de ses pratiques magiques sombres. La princesse décida de se rendre dans un ancien lieu de sorcellerie du royaume pour chercher un artefact puissant capable de briser la magie du sorcier maléfique. Là-bas, elle trouva un sort magique capable d'effacer complètement la magie noire. Elle retourna au palais et utilisa le sort en combinaison avec le collier magique, ce qui fit renaître l'harmonie et la paix dans le royaume. Après avoir définitivement brisé la malédiction, la paix revint au palais et dans tout le royaume. Tout le monde remercia la princesse Dua pour son courage et sa sagesse, et ils vécurent dans une paix éternelle. La princesse Helena vivait dans un magnifique palais au cœur d'un royaume lointain, où elle était aimée de tous pour sa beauté et sa bonté. Elle passait ses journées à lire et à écrire dans la bibliothèque du palais, entourée de livres et de manuscrits anciens, dans un environnement calme et paisible.
Un jour, alors qu'elle se promenait près du lac du palais, elle aperçut un petit crapaud qui sautillait près du bord de l'eau. Le crapaud semblait étrange, car il la regardait avec des yeux pleins de sagesse qui ne correspondaient pas à sa petite taille. La princesse s'approcha de lui et il lui parla en disant « Ô belle princesse, si tu acceptes mon aide, je te sauverai d'un grand malheur. » Surprise par ces paroles, la princesse décida cependant de l'écouter. Le crapaud lui expliqua qu'en réalité, il était un prince maudit, transformé en crapaud par un sortilège. Seul un cœur pur comme le sien pouvait briser cette malédiction. Alors que la princesse réfléchissait à ses propos, elle retourna au palais et raconta tout à sa mère, la reine. Celle-ci la mit en garde. « Ne crois pas cela, cela pourrait n'être qu'une ruse. Tu dois faire attention. » Cependant, la princesse Helena hésita à croire cet avertissement et décida de rencontrer à nouveau le crapaud pour en savoir plus. Elle retourna près du lac et retrouva le crapaud au même endroit. Il lui dit « Si tu acceptes mon aide, je serai éternellement reconnaissant. » Soudainement, la princesse se rappela les contes qu'elle avait entendus étant enfant à propos des malédictions magiques, et elle décida de l'embrasser sur la tête, espérant que cela briserait la malédiction. Dès qu'elle l'embrassa, le crapaud se transforma sous ses yeux en un prince charmant. La princesse, stupéfaite, le regarda avec étonnement, mais le prince sourit et dit « Tu as brisé la malédiction, et maintenant je suis libre grâce à toi. » Le prince retourna avec la princesse au palais, où tout le monde le reçut avec étonnement. Il n'arrivait pas à croire que ce crapaud, qui vivait près du lac, se soit transformé en prince. Au début, le roi et la reine n'y crurent pas, mais lorsqu'ils virent la transformation de leurs propres yeux, ils accueillirent le prince et bénirent la princesse Helena. La relation entre la princesse et le prince devint de plus en plus proche, et ils passaient beaucoup de temps ensemble dans le jardin ou la bibliothèque, échangeant des conversations et des rires. Cependant, un sorcier maléfique du royaume, furieux de la libération du prince, décida de lancer à nouveau la malédiction. Un jour, il apparut au palais et les menaça en leur disant que le prince redeviendrait un crapaud si les forces du mal ne l'aidaient pas. Il ajouta « Si vous voulez que le prince reste libre, vous devez trouver la pierre de lumière, cachée dans la forêt des ombres. » La princesse et le prince décidèrent de partir ensemble en voyage pour trouver la pierre de lumière et empêcher la malédiction de revenir. Ils pénétrèrent dans la sombre forêt des ombres, où les arbres épais bloquaient la lumière du soleil et l'atmosphère devenait de plus en plus effrayante à chaque pas qu'ils faisaient. Ils rencontrèrent de nombreuses créatures magiques, comme des monstres brumeux et des arbres mouvants, qui tentèrent de les arrêter. Mais au cœur de la forêt, ils rencontrèrent un oiseau sage qui leur révéla qu'un chemin secret menait à la pierre de lumière, mais qu'ils auraient besoin d'une clé magique pour l'ouvrir. La princesse et le prince commencèrent à chercher cette clé magique, et après une longue aventure, ils la trouvèrent au fond de la rivière de cristal. Ils utilisèrent la clé pour ouvrir une porte secrète dans une montagne, et à l'intérieur, ils découvrirent la pierre de lumière, qui brillait d'une lueur envoûtante. De retour au palais, ils ressentirent que le sorcier maléfique avait découvert leur mission et qu'il avait décidé de les affronter dans un dernier combat. Une violente bataille magique éclata entre le prince et le sorcier, chacun utilisant ses pouvoirs magiques. Finalement, le prince utilisa la puissance de la pierre de lumière pour détruire le sorcier maléfique et annuler tous ses sorts. La paix revint dans le royaume et tout le monde célébra la victoire du prince et de la princesse sur les forces du mal. Un grand banquet fut organisé au palais. Lors de la fête, le prince annonça son désir d'épouser la princesse Helena, ce à quoi elle répondit par un grand oui. La princesse Helena et le prince se marièrent lors d'une somptueuse cérémonie, entamant une nouvelle vie ensemble remplie de paix et d'amour. Ils vécurent heureux pour toujours, et l'histoire de la princesse Helena et du crapaud devint l'un des contes les plus célèbres du royaume, inspirant tout le monde par la puissance de l'amour et la croyance en l'impossible. Dans un royaume lointain, la princesse Maya vivait dans un magnifique palais entouré de jardins et de rivières. Depuis son enfance, elle était admirée pour son intelligence et sa bonté, ce qui la rendait chérie de tous les habitants du royaume. Elle possédait une bague héritée de ses ancêtres, qui, selon les légendes, possédait de puissants pouvoirs magiques, mais personne ne connaissait vraiment son secret. Une nuit, alors qu'elle se trouvait dans sa chambre, Maya remarqua quelque chose de bizarre. La bague qu'elle portait se mit à briller d'une étrange couleur,
un éclat qui n'apparaissait que lorsqu'elle se sentait triste ou faible. Intriguée, Maya se demanda si la bague renfermait un pouvoir plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Elle savait qu'aucun habitant du royaume ne pouvait lui donner une réponse à ce mystère, sauf le vieux sage qui vivait dans les montagnes. Elle décida de partir à sa rencontre, malgré la difficulté du chemin. Après une longue traversée, Maya arriva à la hutte du sage, qui la reçut chaleureusement. Il lui expliqua que la bague renfermait un pouvoir immense, capable de changer le destin du royaume. Mais il la mit en garde. « Si tu parviens à comprendre la force de cette bague, tu pourras protéger ton royaume du mal qui s'approche. Mais souviens-toi bien que le pouvoir ne vient jamais sans sacrifice. » Pendant ce temps, un homme maléfique nommé Zaher complotait dans l'ombre. Il cherchait à s'emparer de la bague pour accroître sa propre puissance et contrôler le royaume. Zaher avait découvert que cette bague pouvait lui permettre de dominer les éléments naturels, et il croyait que cela lui donnerait une force illimitée. En revenant au palais, Maya se retrouva soudainement face à une tempête furieuse. Elle ressentit que la bague brillait intensément. Lorsqu'elle la toucha, la tempête se dissipa immédiatement, comme si elle n'avait jamais existé. Ce fut alors qu'elle comprit que la bague avait le pouvoir de contrôler la nature. Un soir, Zaher s'introduisit secrètement dans le palais de Maya pour voler la bague. Cependant, il ignorait que la bague était désormais unie à Maya elle-même et qu'elle la protégeait de manière magique. Lors de leur confrontation dans le jardin, Zaher se vante. « La bague sera à moi, et tu deviendras une partie de ma force. » Mais Maya, ayant appris à maîtriser la puissance de la bague, créa autour d'elle un mur de flammes, forçant Zaher à reculer. Maya découvrit rapidement que la bague ne fonctionnait que lorsque les intentions de celui qui la portait étaient pures. Si elle était utilisée pour de mauvaises raisons, la bague se retournerait contre son porteur. Le lendemain, Zaher rassembla une armée de créatures magiques pour attaquer le royaume. Mais au moment crucial, Maya utilisa la bague pour créer un bouclier d'air autour du palais, empêchant les ennemis d'entrer. Dès lors, Maya décida d'entreprendre un long voyage pour percer le secret profond du pouvoir de la bague. Elle expliqua à son père le roi « Je dois comprendre cette force pleinement, afin de protéger notre royaume. » Au cours de son voyage, Maya rencontra une petite fée nommée Flora, qui lui expliqua que la bague faisait partie d'une ancienne énergie et était liée à l'élément de la terre. « Cette bague n'est pas simplement un bijou, » lui dit Flora. « Elle détient le pouvoir de protéger le royaume, mais uniquement lorsqu'un dirigeant sage et au cœur pur la porte. » Grâce à cette rencontre, Maya commença à comprendre que la bague pouvait lui offrir de nouvelles capacités si elle l'utilisait avec sagesse. Au fil de son voyage, Maya eut des visions qui lui enseignaient comment utiliser la force de la bague avec prudence, et qu'elle ne devait l'utiliser qu'en cas de nécessité. Elle prit alors conscience qu'elle devait faire preuve de pureté d'intention et de sagesse dans toutes ses décisions. Lorsqu'elle retourna au royaume, Maya apprit que Zaher était devenu de plus en plus menaçant. Elle décida alors de lutter contre l'injustice en utilisant la puissance qu'elle avait apprise à maîtriser. Dans une bataille acharnée entre l'armée du royaume et celle de Zaher, Maya utilisa la bague pour contrôler les éléments, l'air, l'eau et le feu, rendant Zaher et son armée impuissants. Mais à un moment critique, Maya comprit que la bague ne fonctionnerait que si elle était prête à faire un sacrifice. Dans un élan de courage, elle choisit de sacrifier sa propre force pour protéger le royaume. Ce geste de sacrifice affaiblit Zaher, et, après une lutte intense, l'armée du royaume réussit à le vaincre. Grâce à son sacrifice, la paix revint au royaume. La bague, à nouveau, commença à briller normalement. Maya réalisa que la véritable puissance résidait dans la capacité à donner et à se sacrifier pour les autres. Le royaume prospéra, et tout le monde sut que c'était grâce à Maya, leur reine sage et bienveillante, qu'ils avaient été sauvés du mal. Maya, suivant les conseils du sage, décida de nommer un conseiller sage pour l'aider à prendre les bonnes décisions. Elle mit également en place un programme d'entraînement pour les jeunes leaders du royaume. Tout en dirigeant le royaume vers une ère de prospérité et de paix, un nouveau danger surgit à l'horizon. Un sorcier sombre complotait pour se venger du royaume en utilisant des pouvoirs obscurs. Maya rassembla ses alliés, les créatures magiques et les héros qu'elle avait rencontrés lors de ses précédents voyages. Elle savait que le pouvoir de la bague serait essentiel pour affronter cette nouvelle menace. Dans une bataille décisive,
Maya utilisa la bague pour créer un bouclier magique protégeant le royaume. Grâce à son courage et son sacrifice, elle réussit à vaincre le sorcier sombre et la paix se maintint dans le royaume pour de nombreuses années. Maya devint un symbole de sagesse, de force et de sacrifice dans le royaume. Elle enseigna aux générations futures que la véritable puissance réside dans un cœur pur et une volonté de faire le bien, et que la paix ne se construit qu'à travers le sacrifice pour les autres. Dans un royaume lointain, il y avait un palais magnifique entouré de jardins magnifiques et de rivières scintillantes. C'est dans ce palais que vivait la princesse Rabab, qui menait une vie de luxe et de confort. Cependant, malgré toutes ces bénédictions, la princesse Rabab avait une mauvaise habitude. Elle mentait. Elle mentait pour les raisons les plus futiles, que ce soit pour dissimuler ses erreurs ou pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle ne se rendait pas compte que ces mensonges constants pouvaient avoir des conséquences graves. Un jour, alors que la princesse se promenait sur le marché avec sa servante, une femme lui demanda les prix des marchandises. Rabab mentit en disant des choses fausses afin de paraître plus savante et plus riche qu'elle ne l'était en réalité. Les gens approuvèrent ses paroles, pensant qu'elle était sage, mais Rabab ne ressentit aucun remords. Elle mentait sans penser aux conséquences. Le soir, elle entra dans la salle du trône où sa mère, la reine, était assise. La reine avait remarqué que sa fille mentait de plus en plus. Elle la regarda tristement et lui dit « Ma fille, le mensonge te conduira sur un chemin sombre. Tu dois t'arrêter avant que cela devienne une partie de ta personnalité. » Mais Rabab répondit avec dédain « Ne t'inquiète pas, maman. Je ne pense pas que mentir puisse me nuire. » Elle ne prenait pas au sérieux les conseils de sa mère et pensait que mentir n'était pas dangereux. Une nuit, alors que Rabab se promenait dans les jardins du palais, elle rencontra une étrange femme vêtue de noir. Cette femme était une vieille voyante qui connaissait des secrets sur l'avenir. La voyante lui dit calmement « Ô jeune princesse, les mensonges auxquels tu t'adonnes finiront par se transformer en malédiction. » Rabab la regarda avec défi et répondit « Tu ne sais rien de moi. » Mais la voyante ne se laissa pas intimider et répondit « Si tu ne cesses pas de mentir, ta langue se transformera en langue d'oiseau et tu ne pourras jamais revenir à ton ancienne forme. » Rabab ignora cet avertissement, pensant que ses paroles n'étaient que des superstitions. Le jour suivant, Rabab mentit encore plus en disant aux gens du royaume que la lune allait disparaître pendant longtemps, ce qui causa une grande panique dans les rues. Les gens croyaient qu'un désastre approchait. Mais lorsqu'ils découvrirent que ce qu'elle avait dit était un mensonge, ils se mirent en colère et commencèrent à perdre confiance en elle. Rabab ne comprenait pas que ces mensonges avaient un impact si grand sur les autres. Cette nuit-là, alors qu'elle était dans sa chambre, Rabab ressentit une sensation étrange dans sa gorge. Elle eut l'impression que sa langue se transformait en quelque chose d'autre. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle découvrit que sa langue s'était transformée en un petit bec d'oiseau. Quelques instants plus tard, elle sentit son corps se rétrécir et ses yeux s'agrandir. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, elle se retrouva transformée en un petit oiseau avec des ailes légères et des plumes colorées. Elle essaya de parler, mais elle ne pouvait produire que des sons incompréhensibles. Ces mensonges l'avaient transformée en oiseau, comme la voyante l'avait prédit. Rabab vola dans le ciel, choquée par ce qui lui était arrivé. Elle vola au-dessus de son palais, mais elle ne pouvait pas revenir à sa vie précédente. Elle se sentit terriblement coupable pour ses actes et se rendit compte que c'était elle-même qui s'était amenée à cette situation par ses mensonges répétés. Elle était maintenant seule, réduite à un petit oiseau. Après un certain temps, elle se posa dans une forêt sombre où elle ressentit de la peur et de la solitude. Au cœur de la forêt, elle rencontra d'autres oiseaux, mais elle n'arrivait pas à communiquer avec eux, car ils ne comprenaient pas son langage. Dans cette tristesse et cet isolement, elle rencontra un sage vivant dans un vieux arbre. Le sage savait ce qui lui était arrivé et lui dit « Tes mensonges t'ont transformé en oiseau, car tu as négligé la vérité. Mais il existe un seul moyen pour que tu retrouves ta forme humaine. » Rabab le regarda, intrigué, et demanda « Que dois-je faire ?» Le sage répondit avec sagesse « Tu dois retourner dans ton royaume et dire la vérité chaque fois que tu parles. Si tu réussis à dire la vérité pendant 7 jours consécutifs, tu retrouveras ta forme humaine. Mais si tu mens une seule fois, tu resteras oiseau pour toujours. »
Rabab décida de retourner dans son royaume. Mais en arrivant, elle se rendit compte que les gens avaient perdu confiance en elle. Elle essaya de parler sincèrement avec les serviteurs, mais elle avait peur de mentir sans s'en rendre compte. Un jour, elle dit à l'un des serviteurs, « Je suis désolée pour les mensonges que j'ai racontés dans le passé. La vérité est que j'ai commis des erreurs, mais j'apprends maintenant. » Elle commença à ressentir un peu d'espoir, mais elle restait prudente. Les jours passèrent, et Rabab essaya de parler honnêtement avec tout le monde. À chaque fois, elle était tentée de mentir à nouveau, mais elle se souvenait des avertissements du sage et essayait de rester fidèle à la vérité. Un jour, la reine demanda à Rabab, « Es-tu vraiment honnête maintenant, ma fille ?» Rabab était sur le point de mentir à nouveau, mais elle se ravisa et répondit, « Oui, maman, je suis honnête maintenant. » Cela représentait un grand test pour elle, mais Rabab résista. Le 6e jour, Rabab réalisa qu'elle avait respecté ses promesses et n'avait pas menti. Mais au dernier moment, elle se retrouva sur le point de mentir une nouvelle fois. Elle se rappela les paroles du sage. « Si tu veux revenir à ta vie d'avant, tu dois être honnête jusqu'à la fin. » Elle rassembla tout son courage et décida de continuer à dire la vérité. Le 7e jour, alors qu'elle parlait à sa mère, elle dit enfin toute la vérité et, lorsqu'elle le fit, elle ressentit quelque chose de bizarre se produire en elle. Son corps commença à reprendre sa forme humaine, et elle retrouva son apparence normale. La reine la regarda avec un sourire et dit « Tu as maintenant appris une grande leçon. La vérité est le seul moyen d'ouvrir les portes de la confiance. » Rabab se rendit dans la cour du palais, où le peuple était rassemblé, et leur dit « Je vous demande pardon pour tous les mensonges que j'ai dits dans le passé. J'ai appris que la vérité est le seul chemin vers la paix. » Les gens commencèrent à applaudir et à lui pardonner. Grâce à son repentir, Rabab commença à tisser de nouvelles relations avec les habitants du royaume. Elle devint plus sage et comprit la valeur de la vérité dans la vie. Elle savait maintenant que la vérité donne de la force et du respect, tandis que le mensonge mène à l'isolement et à la destruction. Elle vécut sa vie avec sagesse, dirigeant le royaume basé sur la vérité et la confiance. Plus tard, le sage qui l'avait aidé revint au palais et lui offrit un petit cadeau. Ces fleurs sont un rappel constant que la vérité est une force invincible. Avec le temps, Rabab devint un symbole de sagesse et de vérité dans le royaume. Elle enseigna aux nouvelles générations que la vérité est la base de la vie et que chacun peut apprendre des erreurs du passé. Rabab vécut en paix et en harmonie, entourée de l'amour de son peuple et du calme du royaume. Dans un royaume lointain, entouré de hautes montagnes, vivait la princesse Bizinde dans un somptueux palais, entouré de jardins magnifiques et de champs verdoyants. Bizane était connue pour sa beauté et son intelligence, mais un grand secret entourait son royaume. La reine lui avait dit à plusieurs reprises de ne jamais s'approcher de la mer ni des montagnes, mais la princesse ressentait toujours un immense désir d'explorer et de découvrir l'inconnu. Un jour, la princesse Bizan décida de partir en voyage au bord de la mer. Elle aimait admirer le paysage marin et la mer qui caressait le rivage. En se promenant sur la plage, elle rencontra un aventurier nommé Youssouf. Youssouf était un capitaine et lui parla d'une île mystérieuse appelée île Méri, entourée de nombreuses légendes. Youssouf lui dit « C'est une île effrayante où personne n'ose s'aventurer. On dit qu'il y a un ancien secret qui l'entoure et tous ceux qui ont tenté de s'en approcher ont disparu. » Le regard de la princesse Bizane se remplit de curiosité. Elle lui posa davantage de questions sur cette île et décida de découvrir la vérité derrière ce secret. Après le départ de Youssouf, la princesse se prépara à partir en voyage. Bien que ses serviteurs loyaux tentèrent de l'en dissuader, la princesse était déterminée à partir. Elle monta à bord d'un navire avec Youssouf comme guide et ils commencèrent leur voyage à travers la mer. Au début, la mer était calme, mais au fil du temps, le ciel devint sombre et un épais brouillard enveloppa l'horizon. Après des heures de navigation, ils arrivèrent près de l'île, qui était entourée de rochers acérés, et l'atmosphère était étrange et inquiétante. Lorsque la princesse Bizan débarqua, elle se mit à explorer la dense forêt qui s'étendait à l'intérieur de l'île. Tout était étrangement calme, mais une sensation inconfortable se faisait sentir dans l'air. Au fond de la forêt, elle découvrit une vieille cabane. En entrant, elle trouva d'anciennes cartes et des diagrammes mystérieux,
laissant supposer qu'une civilisation disparue avait vécu là depuis des siècles. Alors qu'elle examinait les cartes, elle aperçut de la fumée s'élevant au loin. Curieuse, elle décida de découvrir l'origine de ce phénomène. En montant vers les montagnes, elle découvrit un grand cratère d'où émanait un épais brouillard, accompagné d'un étrange son résonnant dans l'air. Elle s'approcha prudemment, et soudain, un vieil homme apparut devant elle. Cet homme, appelé le narrateur, était le seul habitant de l'île. Il expliqua à la princesse Byzan que l'île renfermait un pouvoir ancien, et qu'elle était utilisée pour chercher un secret perdu. Il lui dit « L'île Méri n'est pas seulement une île, c'est une porte vers un autre monde, et ceux qui ont tenté de percer son secret ont tous rencontré une fin tragique. » Le narrateur expliqua qu'il existait une ancienne légende parlant de la pierre des ténèbres, une gemme capable de donner un pouvoir illimité à son possesseur. Mais ce pouvoir avait un prix terrible. Il précisa que l'île était protégée par des enchantements puissants, et que toute personne qui tenterait de s'emparer de la pierre des ténèbres risquerait de perdre sa vie. Cependant, la princesse Byzan, déterminée à protéger son royaume, choisit de poursuivre sa quête. Elle croyait que cette puissance pourrait être le moyen de défendre son peuple contre ses ennemis. Elle se mit donc en quête de la gemme, traversant des pièges et des dangers dans la forêt. Grâce à sa bravoure et à son intelligence, elle parvint à un ancien temple au cœur de l'île. Dans ce temple obscur et abandonné, elle découvrit une salle secrète qui renfermait la pierre des ténèbres. La gemme brillait d'une lueur étrange, comme si elle l'appelait. Mais avant qu'elle ne puisse la toucher, des créatures apparurent. Ce furent les esprits des guerriers qui avaient essayé de s'emparer de la gemme par le passé. Ils la prévinrent du danger. L'un des esprits lui dit « Ne touche pas la gemme, car son pouvoir te détruira. Même si tes intentions sont pures, tu en paieras un prix terrible. » Mais la princesse, fascinée par la gemme, décida de continuer. Lorsqu'elle toucha la gemme, elle ressentit une énergie immense envahir son corps. Mais en même temps, des sentiments sombres commencèrent à envahir son cœur. Le pouvoir qu'elle ressentait était phénoménal, mais elle commença à sentir qu'elle perdait peu à peu le contrôle d'elle-même. La noirceur s'infiltra en elle, et elle devint de plus en plus agressive. Youssouf tenta de l'aider, mais il était impuissant face à la force de la gemme. Malgré les avertissements du narrateur et des esprits, la princesse persista dans sa quête, croyant qu'elle pourrait utiliser ce pouvoir pour protéger son royaume. Mais elle découvrit rapidement que ce pouvoir la transformait, la rendant plus dure et moins capable de maîtriser ses émotions. Malgré toute la puissance qu'elle avait acquise, la princesse se rendit vite compte qu'elle avait perdu quelque chose de beaucoup plus précieux, sa paix intérieure. Elle décida alors de retourner à l'île pour se débarrasser de la gemme. En chemin, elle rencontra de nouveau le narrateur, qui lui expliqua qu'elle pourrait se libérer de la gemme en l'offrant en sacrifice aux esprits du temple. Byzan retourna au temple, où elle présenta la gemme aux esprits. Dès que la gemme fut offerte, le pouvoir qu'elle avait ressenti commença lentement à se dissiper. La princesse rentra ensuite dans son royaume, ayant appris une leçon précieuse sur le pouvoir et la sagesse. Elle était désormais plus sage et décida de fonder son royaume sur des principes de justice et d'égalité, sans chercher à posséder de pouvoir qui pourrait la détruire. La princesse Nada vivait dans un magnifique palais royal avec son père, le roi, qui l'aimait profondément et prenait grand soin d'elle. Nada était dotée d'une beauté extraordinaire et d'une sagesse qui surpassait son âge, mais son père s'inquiétait de sa solitude, car il pensait qu'aucun jeune homme du royaume ne lui convenait. Un jour, un vieux voyant rendit visite au palais et dit au roi que Nada allait faire face à une grande épreuve dans sa vie et qu'elle devait apprendre des leçons profondes sur la vie avant de se marier. Le voyant insista pour que le roi laisse Nada choisir son propre chemin, car il serait pour elle une étape importante dans la réussite de cette épreuve. Le lendemain, Nada partit pour un long voyage loin du palais, portant avec elle de la nourriture et de l'eau, prête à découvrir ce qui l'attendait. Lors de son périple à travers les forêts denses, elle rencontra un petit âne qui, au départ, semblait ordinaire, mais ses yeux étaient d'une intelligence étrange. L'âne, d'une manière ou d'une autre, semblait savoir qu'il avait un rôle à jouer dans cette aventure, et il se mit à la suivre. Il ne fallut pas longtemps avant que l'âne ne commence à parler. Il lui dit « Je suis ton guide dans ce voyage. Laisse-moi t'aider à trouver la sagesse. » Nada, surprise, accepta à contre-cœur la compagnie de l'âne, car il semblait posséder une sagesse qu'elle ne pouvait ignorer.
L'âne emmena Nada à travers les montagnes escarpées, lui donnant des conseils inattendus sur la vie, lui expliquant que la véritable force ne réside pas dans l'apparence ou la richesse, mais dans le cœur. Puis ils arrivèrent à une ancienne grotte pleine d'écrits anciens, mais l'âne lui demanda de ne pas y entrer à moins d'être prête à apprendre une leçon difficile. À l'intérieur de la grotte, Nada apprit une première leçon importante, celle de la patience. Au début, elle était pressée et voulait obtenir la sagesse rapidement, mais l'âne lui expliqua que la sagesse vient à ceux qui savent rester fermes et attendre le bon moment. Nada comprit alors que rien de grand ne vient vite et qu'il faut savoir attendre et apprendre des épreuves. Nada continua son voyage avec l'âne et devint de plus en plus capable de gérer les situations difficiles. L'âne était toujours à ses côtés pour lui donner des conseils et lui apprendre à faire face aux épreuves avec calme. Un jour, elle rencontra une autre princesse qui vivait dans un petit palais dans un village. Cette princesse lui offrit son aide, mais Nada se rendit vite compte que ce n'était pas le chemin qu'elle cherchait. Elle savait qu'elle devait continuer sa propre aventure. Lors d'une situation particulièrement difficile, l'âne intervint pour la sauver. À ce moment-là, Nada commença à respecter profondément l'âne et comprit qu'elle avait besoin d'un véritable guide dans sa quête. L'âne lui enseigna également l'importance du respect des autres, peu importe leur statut ou leur position. Il lui expliqua que chaque personne a un rôle important à jouer dans ce monde et que la sagesse réside dans le respect de chacun. Au cours de son voyage, Nada arriva dans une ville ancienne et dévastée. Elle découvrit qu'il s'agissait du royaume où vivaient ses ancêtres. Malheureusement, ces derniers l'avaient détruit en raison de leur cupidité et de leur égoïsme. En parcourant cette ville en ruine, Nada comprit une autre leçon importante. La sagesse ne consiste pas à éviter les erreurs, mais à apprendre d'elles et à ne pas les répéter. Dans cette ville, l'âne continua à enseigner à Nada que la coopération entre les personnes est la clé pour surmonter les défis de la vie. Si les gens travaillent ensemble, ils peuvent surmonter n'importe quelle épreuve. Nada apprit que la sagesse ne vient pas de l'unité individuelle, mais de la force de la coopération et de l'harmonie entre les êtres humains. Après ces précieuses leçons, Nada décida de poursuivre son voyage. Il y avait un autre défi qui l'attendait au cœur des montagnes, où elle devait prendre une décision importante, retourner à son palais et reprendre sa vie d'avant, ou continuer à explorer ce monde étrange. Elle choisit de poursuivre son voyage, sachant qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre. Dans les montagnes, Nada fit face à un grand défi, traverser une rivière profonde et rapide. Mais l'âne était à ses côtés, la rassurant et lui expliquant que la sagesse ne consiste pas à fuir les défis, mais à les affronter avec confiance. Avec l'aide de l'âne, Nada réussit à traverser la rivière et comprit que la confiance en soi et la capacité à se fier à ses guides font également partie de la sagesse. Au fil du temps, Nada devint de plus en plus forte et sage. Elle apprit de l'âne à faire face aux situations difficiles avec courage et humilité, à traiter les autres avec douceur et à prendre des décisions sages. Un jour, elle rencontra une énorme bête sur son chemin, une bête qui représentait les peurs intérieures que chaque personne doit affronter. Mais l'âne était à ses côtés et il lui expliqua que la sagesse réside dans le fait de faire face à ses peurs plutôt que de fuir. Après avoir affronté la bête avec courage, celle-ci se transforma en une créature bienveillante et devint une alliée dans son périple. Après un long et difficile voyage, Nada décida de retourner à son palais. Elle était devenue plus mature et plus sage qu'auparavant. Lorsqu'elle retourna dans le royaume, elle avait acquis la sagesse nécessaire pour gouverner son peuple avec justice et compassion. Les habitants l'aimaient et la respectaient, car elle incarnait un modèle de leadership équilibré, alliant courage et bienveillance. Avec le temps, l'âne disparut, ayant accompli sa mission et ayant appris à Nada les leçons qu'elle recherchait. Cependant, ses enseignements demeurèrent dans le cœur de la princesse pour toujours. Nada devint la reine du royaume et régna avec justice et sagesse, tirant parti de tout ce qu'elle avait appris au cours de son voyage. Un jour, les habitants se rassemblèrent autour de la reine Nada, et elle leur raconta son aventure avec l'âne, expliquant comment la sagesse n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose que l'on acquiert à travers l'expérience et l'apprentissage. Il était une fois, dans un royaume lointain, un magnifique palais où vivait un roi juste et une reine bienveillante. Leur fille, la princesse Sakina,
naquit et apporta une grande joie au palais. Sakina grandit pour devenir une jeune fille d'une grande beauté et d'une intelligence brillante. Le peuple du royaume l'adorait, croyant qu'elle serait l'espoir de l'avenir de la nation. Cependant, un jour, une vieille voyante visita le palais et annonça au roi « Votre fille aura un destin exceptionnel, mais un jour, elle sombrera dans un sommeil profond en raison d'une malédiction cruelle. Elle ne s'éveillera que si quelqu'un l'atteint par un amour véritable. » Le roi, effrayé par la prédiction de la voyante, décida de protéger sa fille. Il ordonna la construction de hauts murs autour du palais et interdisit à quiconque d'approcher de la princesse. Sakina grandit dans une grande isolation, ne voyant que les gardes et quelques conseillers, ce qui la rendit triste et solitaire. Lorsqu'elle eut 16 ans, Sakina, pleine de curiosité, décida de braver les interdictions et d'explorer le vaste palais. Un jour, elle pénétra dans une pièce interdite, qu'on lui avait toujours défendu d'entrer. Là, elle rencontra une vieille femme mystérieuse en train de filer du fil. La princesse s'approcha de la vieille femme et, en quelques mots, cette dernière récita une incantation. Subitement, Sakina s'effondra et tomba dans un sommeil profond, l'effet immédiat de la malédiction. Les années passèrent. Le roi, désespéré, envoya de nombreux médecins et voyants pour tenter de réveiller sa fille, mais aucun d'eux ne réussit. Le palais fut plongé dans une profonde tristesse et la tristesse se répandit dans tout le royaume. Un jour, un prince d'un royaume lointain entendit parler de la malédiction de la princesse Sakina et décida de partir à sa recherche. Il traversa des forêts, des montagnes et surmonta de nombreux obstacles pour parvenir à ce palais mystérieux. Lorsqu'il arriva, le palais semblait désert et entouré d'une grande obscurité, mais des animaux errants dans le jardin indiquaient qu'il n'était pas totalement abandonné. Le prince traversa de nombreux couloirs sombres et enfin, il arriva dans la chambre de la princesse où elle reposait sur son lit entouré de fleurs. Le prince s'approcha lentement d'elle et après un instant d'hésitation, déposa un baiser doux sur son front. À ce moment précis, un phénomène étrange se produisit. Les yeux de Sakina s'ouvrirent lentement et elle commença à bouger. Enfin, après de longues années de sommeil, elle se réveilla. Sakina ouvrit les yeux et sourit doucement. Elle regarda autour d'elle et vit le prince. Elle lui demanda faiblement « Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous arrivé ici ?» Le prince répondit avec un sourire chaleureux. « Je suis venu pour vous libérer de la malédiction. J'ai fait ce long voyage pour vous sauver. » La nouvelle se répandit rapidement à travers le royaume. La princesse Sakina s'était enfin réveillée après tant d'années. La joie envahit le peuple, et les rues furent remplies de danses et de chants. Un grand festin fut organisé au palais pour célébrer le réveil de la princesse. Tous les nobles et chevaliers furent invités et offrirent leurs félicitations à Sakina et au prince. Le roi entra dans la salle du festin et vit sa fille éveillée. Il la serra dans ses bras, submergé de joie à l'idée de la retrouver en vie après toutes ces années. Au même moment, la vieille voyante, qui avait prédit la malédiction, apparut dans la salle, mais cette fois, elle souriait. Elle dit « Le destin s'est accompli. » La princesse s'est réveillée parce que le moment est venu. La malédiction est maintenant levée. Elle expliqua que la malédiction était en réalité un test du destin et qu'un amour véritable était nécessaire pour la briser. Le prince et Sakina se rapprochèrent l'un de l'autre. Leur amour se renforça et ils échangèrent des vœux d'amour et de fidélité éternelle. Sakina commença une nouvelle vie, libérée de la malédiction. Elle ressentit un grand enthousiasme à l'idée de gouverner son royaume et de prendre soin de son peuple. Elle assuma ses responsabilités avec sagesse et justice et devint une reine aimée et respectée. Au fil du temps, la princesse Sakina devint un symbole d'espoir et de force dans le royaume. Elle régna avec amour et sagesse, prenant des décisions justes et inspirant ceux qui l'entouraient. Elle apporta la paix et la prospérité à son peuple, et son règne resta dans les mémoires comme une époque de prospérité et de sagesse.